Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Nous nous retrouvons ce soir avec grand plaisir pour reprendre la lecture des nouvelles d'Alfred de Musset. Alors, je les ai commencées auparavant et Victoria les avait lues avant moi. Mais donc là, nous reprenons ensemble la suite des aventures de Frédéric et Bernerette, qui est une nouvelle d'Alfred de Musset. Quelques mots rapides sur l'auteur avant de reprendre la lecture. Donc, Alfred de Musset, que vous connaissez sûrement, est un poète et dramaturge français de la période romantique. Il est né en 1810 et mort en 1857. Et c'est pendant ses études et pendant son lycée, puis après pendant ses études, il s'est intéressé notamment à la médecine et au droit, mais il a rapidement abandonné ses études pour se consacrer à la littérature, et notamment à partir de 1828-1829, où il a publié son premier recueil poétique à l'âge de 19 ans, qui s'intitule Les Contes d'Espagne et d'Italie. Et donc, il a publié ce roman très jeune. Et ensuite, il a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment son chef-d'œuvre Lorenzatio, qui a été publié en 1834, et aussi Fantasio et On ne badine pas avec l'amour, qui sont des romans que, si vous ne les avez pas lus, je vous invite à les lire, et sinon, vous les connaissez sûrement. Donc il a écrit beaucoup pendant de nombreuses années, jusqu'à peu près 1836. Et vers ses 30 ans, il est tombé dans la dépression et dans l'alcoolisme. Donc il a écrit de moins en moins. Il a néanmoins reçu la Légion d'honneur en 1845 et il a été élu à l'Académie française en 1852. Donc son travail a été largement récompensé et en tout cas honoré. Car aujourd'hui encore, on estime que c'est un des plus grands écrivains français, écrivains romantiques français, dont le théâtre et la poésie lyrique montrent une extrême sensibilité. Voilà, donc avant de reprendre la lecture, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas donc à utiliser le hashtag VBN pour interagir avec nous. Je reprends donc la lecture de la nouvelle Frédéric et Bernerette. J'espère que vous avez suivi les précédentes émissions pour reprendre l'histoire à son cours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Assis près d'un beau feu comme au premier jour, ils ne songèrent qu'à jouir en liberté de l'heureuse rencontre qu'ils devaient au hasard. Le vin de champagne anima leur gaieté et avec lui vinrent les tendres propos qu'inspire cette liqueur de poète, dédaignée par les délicats. Après dîner, ils allèrent au spectacle. À 11h, Frédéric demanda à Bernerette où il fallait la conduire. Elle garda quelque temps le silence. À demi honteuse et à demi craintive, puis entourant de ses bras le cou du jeune homme, elle lui dit timidement à l'oreille « Chez toi ». Il témoigna quelque étonnement de la trouver libre. « Et quand je ne le serai pas, répondit-elle, ne crois-tu donc pas que je t'aime ?»« Mais je le suis, ajouta-t-elle aussitôt, voyant Frédéric hésiter. La personne qui m'accompagnait tantôt t'a peut-être donné à penser. L'as-tu regardé ? Non, je n'ai regardé que toi. C'est un excellent garçon, il est marchand de nouveautés et assez riche. Il veut m'épouser. T'épouser, dis-tu ? Est-ce sérieux ? Très sérieux. Je ne l'ai pas trompé, il sait l'histoire entière de ma vie, mais il est amoureux de moi. Il connaît ma mère et il a fait sa demande il y a quelques mois. Ma mère ne voulait rien dire sur mon compte, elle a pensé me battre quand elle a appris que je lui avais tout déclaré. Il veut que je tienne son comptoir. Ce serait une assez jolie place, car il gagne par an une 15aine de 1000 francs. Malheureusement, cela ne se peut pas. Pourquoi ? Y a-t-il quelques obstacles ? Je te dirai cela. Commençons par aller chez toi. Non, parle-moi d'abord franchement. C'est que tu vas te moquer de moi. J'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. C'est le meilleur homme de la terre, mais il est trop gros. Trop gros ? Quelle folie ! Tu ne l'as pas vu, il est gros et petit et tu as une si jolie taille. Et sa figure, comment est-elle ? Pas trop mal. Il a un mérite, c'est d'avoir l'air bon. Et de l'être. Je ne suis plus reconnaissante que je ne puis le dire. Et si j'avais voulu, même sans m'épouser, il m'aurait déjà fait du bien. Pour rien au monde, je voudrais le chagriner. Et si je pouvais lui rendre un service, je le ferais de tout mon cœur. Épouse-le donc s'il en est ainsi. Il est trop gros, c'est impossible. Allons chez toi, nous en causerons. Frédéric se laissa entraîner et lorsqu'il s'éveilla le lendemain, il avait oublié ses ennuis passés et les beaux yeux de mademoiselle Darcy. Chapitre 5.
Bernerette le quitta après déjeuner et ne voulut pas qu'il la ramenât chez elle. Il mit de côté l'argent qu'on lui avait prêté, bien résolu à payer ses dettes, mais il ne se pressa pas de les payer. Quelque temps après, il fut dans un souper chez Gérard. On ne se sépara qu'au jour. Comme il sortait, Gérard l'arrêta. « Que vas-tu faire » lui dit-il. « Il est trop tard pour dormir, allons déjeuner à la campagne. » La partie fut arrangée, Gérard envoya réveiller sa maîtresse et lui fit dire de se préparer. « C'est dommage, dit-il à son ami, que tu n'aies pas aussi quelqu'un à emmener. Nous ferions partie carrée, ce serait plus gai. » « Qu'à cela ne tienne, répondit Frédéric, cédant à un mouvement d'amour-propre. Je vais, si tu veux, écrire un petit mot que ton groom portera ici près, quoiqu'il soit un peu matin. Bernerette viendra, je n'en doute pas. À merveille, qu'est-ce que c'est que Bernerette? N'est-ce pas ta grisette d'autrefois? Précisément, et c'est à son sujet que tu me faisais ta morale. Vraiment? Dit Gérard en riant. Mais j'avais peut-être raison, ajouta-t-il. Car tu es d'un caractère constant. Et c'est dangereux avec ces demoiselles. Comme il parlait, sa maîtresse entra. Bernerette ne se fit pas entendre, elle arriva parée de son mieux. On envoya chercher une voiture de remise, et malgré un temps assez froid, on partit pour Montmorency. Le ciel était clair, le soleil brillait, les jeunes gens fumaient, les deux dames chantaient. Au bout d'une lieue, elles étaient amies. On fit une promenade à cheval, lancé au galop dans les bois, Frédéric se sentait battre le cœur. Jamais il ne s'était trouvé si à l'aise. Bernerette était près de lui. Il voyait avec orgueil l'impression que produisait sur Gérard le charmant visage de la jeune fille, animée par la course. Après un long détour dans la forêt, ils s'arrêtèrent sur une petite éminence où se trouvaient une maisonnette et un moulin. La meunière leur donna une bouteille de vin blanc et ils s'assirent sur une bruyère. « Nous aurons bien dû, dit Gérard, apporter quelques gâteaux. La digestion se fait vite à cheval. Et je me sens de l'appétit. Nous aurions fait un petit repas sur l'herbe avant de reprendre le chemin de l'auberge. » Bernerette tira de sa poche une talmouse qu'elle avait prise en passant à Saint-Denis et l'offrit de si bonne grâce à Gérard qu'il lui baisa la main pour la remercier. « Faisons mieux, dit-elle. Au lieu de retourner au village, dînons ici. Cette bonne femme a bien un quartier de moutons de sa maisonnette. D'ailleurs, voilà des poules qu'on nous fera rôtir. Demandons si cela se peut. Pendant que le dîner se préparera, nous ferons un tour dans les bois. Qu'en pensez-vous? Cela vaudra bien les antiques paires d'euros du cheval blanc. » La proposition fut acceptée. La meunière voulait s'excuser, mais éblouie par une pièce d'or que Gérard lui donna, elle se mit à l'œuvre aussitôt et sacrifia sa basse-cour. Jamais dîner ne fut plus gai. Il se prolongea plus longtemps que les convives n'y avaient compté. Le soleil disparut bientôt, derrière les belles collines de Saint-Leu. D'épais nuages couvrirent la vallée, et une pluie battante commença à tomber. « Qu'allons-nous devenir » dit Gérard. « Nous avons près de 2 lieues à faire pour regagner Montmorency. Et ce n'est pas là un orage d'été qu'on n'a qu'à laisser passer, c'est une vraie pluie d'hiver. Il y en a pour toute la nuit. » « Pourquoi cela ?» dit Bernerette. « Une pluie d'hiver passe comme une autre. Faisons une partie de cartes pour nous distraire. Quand la lune se lèvera, nous aurons beau temps. » La meunière, comme on peut penser, n'avait pas de cartes chez elle. Par conséquent, point de partie. Cécile, la maîtresse de Gérard, commençait à regretter l'auberge et à trembler pour sa robe neuve. Il fallut mettre les chevaux à l'abri sous un hangar. 2 grands garçons, d'assez mauvaise mine, entrèrent dans la chambre. C'étaient les fils de la meunière. Ils demandèrent à souper, peu satisfaits de trouver des étrangers. Gérard s'impatientait. Frédéric n'était pas de bonne humeur. Rien n'est plus triste que des gens qui viennent de rire lorsqu'un contretemps imprévu a détruire leur joie. Bernerette seule conservait la sienne et ne semblait de se soucier de rien. « Puisque nous n'avons pas de carte, dit-elle, je vais vous proposer un jeu. Quoique nous soyons en novembre, tâchons d'abord de trouver une mouche. »« Une mouche » dit Gérard. « Qu'en voulez-vous faire ?»« Cherchons toujours, nous verrons après. » Tout examiné, la mouche fut trouvée. La pauvre bête était engourdie par l'approche de l'hiver. Bernerette s'en saisit délicatement et la posa au milieu de la table.
Elle fit ensuite asseoir tout le monde. « Maintenant, dit-elle, prenons chacun un morceau de sucre et plaçons-le devant nous sur cette table. Mettons chacun une pièce de monnaie dans une assiette, ce sera l'enjeu. Que personne ne parle ni ne bouge. Laissez la mouche se réveiller. La voilà déjà qui voltige. Elle va se poser sur un des morceaux de sucre, puis le quitter, aller à un autre, revenir selon son caprice. Toutes les fois qu'un morceau de sucre l'aura attiré et fixé, celui à qui appartiendra le morceau prendra une pièce jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Et alors nous recommencerons. » La plaisante idée de Bernerette ramena la gaieté. On suivit ses instructions, 2 ou 3 autres mouches arrivèrent. Chacun, dans le plus religieux silence, les suivait des yeux tandis qu'elles tournoyaient en l'air au-dessus de la table. Si l'une d'elles se posait sur le sucre, c'était un rire général. 1 heure s'écoula ensuite et la pluie avait cessé. « Je ne puis souffrir une femme maussade, disait Gérard à son ami pendant le retour. Il faut avouer que la gaieté est un grand bien. C'est peut-être le premier de tous, puisqu'avec lui on se passe des autres. Ta grisette a trouvé un moyen de changer en plaisir 1 heure d'ennui. Et cela seul me donne meilleure opinion d'elle que si elle avait fait un poème épique. Vos amours dureront-ils longtemps ? Je ne sais, répondit Frédéric, affectant la même légèreté que son compagnon. Si elle te plaît, tu peux lui faire la cour. Tu n'es pas franc car tu l'aimes et elle t'aime. Oui, par caprice comme autrefois. Prends garde à ces caprices-là. Suivez-nous donc, messieurs, cria Bernerette qui galopait en avant avec Cécile. Elle s'arrêtait sur un plateau et la cavalcade fit une halte. La lune se levait, elle se dégageait lentement des massifs obscurs et à mesure qu'elle montait, les nuages semblaient fuir devant elle. Au-dessus du plateau s'étendait une vallée où le vent agitait sourdement une mer de sombre verdure. Le regard n'y distinguait rien, et à 6 lieues de Paris, on aurait pu se croire devant un ravin de la forêt noire. Tout à coup, l'astre sortit de l'horizon. Un immense rayon de soleil glissa sur la cime des bois et s'empara de l'espace en un instant. Les hautes futaies, les coupes des châtaigniers, les clairières, les routes, les collines se dessinèrent au loin comme par enchantement. Les promenaires se regardèrent étonnés et joyeux de se revoir. « Allons, Bernerette, s'écria Frédéric, une chanson. »« Triste ou gaie ?» demanda-t-elle. « Comme tu voudras, une chanson de chasse, l'écho y répondra peut-être. » Bernerette rejeta son voile en arrière et entonna le refrain d'une fanfare. Mais elle s'arrêta tout à coup. La brillante étoile de Vénus qui scintillait sur la montagne avait frappé ses yeux. Et comme sous le charme d'une pensée plus tendre, elle chanta sous un air allemand les vers suivants qu'un passage d'Ossian avait inspiré à Frédéric. Pâle étoile du soir, messagère lointaine, dont le front sort brillant des voiles du couchant, de ton palais d'azur au sein du firmament, que regardes-tu dans la plaine ? La tempête s'éloigne et les vents sont calmés, la forêt qui frémit pleure sur la bruyère, le phalène doré dans sa course légère traverse les prés embaumés. Que cherches-tu sur la terre endormie ? Mais déjà vers les monts, je te vois t'abaisser, tu fuis en souriant mélancolique ami, et ton tremblant regard est près de s'effacer. Étoile qui descend sur la verte colline, triste larme d'argent du manteau de la nuit, toi qui regardes au loin le pâtre qui chemine, tandis que pas à pas son long troupeau le suit. Étoile, où t'en vas-tu dans cette nuit immense ? Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ? Où t'en vas-tu si belle à l'heure du silence, tombée comme une perle au sein profond des eaux ? Ah, si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux, avant de nous quitter, un seul instant arrête, étoile de l'amour, ne descends pas des cieux. Tandis que Bernerette chantait, les rayons de la lune tombant sur son visage lui donnaient une pâleur charmante. Cécile et Gérard lui firent compliment de la fraîcheur et de la justesse de sa voix, et Frédéric l'embrassa tendrement. On rentra à l'auberge et on soupa.
Au dessert, Gérard, dont la tête s'était échauffée grâce à une bouteille de vin de Madère, devint si empressé et si galant que Cécile lui chercha querelle. Ils se disputèrent avec assez d'aigreur et Cécile ayant quitté la table, Gérard la suivit de mauvaise humeur. Restée seule avec Bernerette, Frédéric lui demanda si elle s'était trompée sur la cause de cette dispute. « Non, répondit-elle, ce n'est pas de la poésie que ces choses-là et tout le monde comprend. » « Eh bien, qu'en penses-tu ? Ce jeune homme a du goût pour toi, sa maîtresse l'ennuie, et pour la lui faire quitter, tu n'aurais, je crois, qu'à dire un mot. »« Que nous importe ? Es-tu jaloux ? » ?»« Tout au contraire, et tu sais bien que je n'ai pas le droit de l'être. »« Explique-toi, que veux-tu dire ? » ?»« Ma chère enfant, je veux dire que ni ma fortune, ni mes occupations ne me permettent d'être ton amant. Ce n'est pas d'aujourd'hui que tu le sais, et je ne t'ai jamais trompée là-dessus. Si je voulais faire le grand seigneur avec toi, je me ruinerais sans te rendre heureuse. Ma passion me suffit à peine. Il faudrait d'ailleurs, d'ici à peu de temps, que je retourne à Besançon. Sur ce sujet, tu le vois, je m'explique clairement, quoique ce soit bien à contre-cœur, mais il y a certaines choses sur lesquelles je ne puis m'expliquer ainsi. C'est à toi de réfléchir et de penser à l'avenir. C'est-à-dire que tu me conseilles de faire ma cour à ton ami ? C'est-à-dire que tu me conseilles de faire la cour à ton ami ? Non, c'est lui qui te fait la sienne. Gérard est riche et je ne le suis pas. Il vit à Paris au centre de tous les plaisirs et je ne suis destinée qu'à faire un avocat de province. Tu lui plais beaucoup et c'est peut-être un bonheur pour toi. Malgré sa tranquillité apparente, Frédéric était ému en parlant ainsi. Bernerette garda le silence et alla s'appuyer contre la croisée. Elle pleurait et s'efforçait de cacher ses larmes. Frédéric s'en aperçut et s'approcha d'elle. « Laissez-moi, lui dit-elle. Vous ne daignerez pas être jaloux de moi, je le conçois, et j'en souffre sans me plaindre. Mais vous me parlez trop durement, mon ami. Vous me traitez tout à fait comme une fille et vous me désolez sans raison. » Il avait décidé qu'on passerait la nuit à l'auberge et qu'on reviendrait à Paris le lendemain matin. Bernerette ôta le mouchoir qui entourait son cou et tout en s'essuyant les yeux, elle le noua autour de la tête de son amant. S'appuyant ensuite sur son épaule, elle l'attira doucement vers l'alcôve. « Ah, méchant, lui dit-elle en l'embrassant, il n'y a donc pas moyen que tu m'aimes ?» Frédéric la serra dans ses bras. Il songea à quoi il s'exposait en cédant à un moment d'attendrissement. Puis il était tenté de s'y livrer. Plus il se défiait de lui-même. Il était prêt à dire qu'il aimait, et cette dangereuse parole expira sur ses lèvres. Mais Bernerette la sentit dans son cœur, et ils s'endormirent tous deux contents. L'une de ne pas l'avoir prononcée, et l'autre de l'avoir comprise. Chapitre 6. Au retour, Frédéric, cette fois, reconduisit Bernerette chez elle. Il la trouva si pauvrement logée qu'il comprit aisément par quel motif elle avait d'abord refusé de se laisser ramener. Elle demeurait dans une maison garnie dont l'entrée était une allée obscure. Elle n'avait que 2 petites chambres à peine meublées. Frédéric essaya de lui faire quelques questions sur la position fâcheuse où elle semblait réduite, mais elle n'y répondit qu'à peine. Quelques jours après, il venait la voir et il entrait dans l'allée lorsqu'un bruit étrange se fit entendre en haut de l'escalier. Des femmes criaient. On appelait au secours, on menaçait, on parlait d'envoyer chercher la garde. Au milieu de ces voix confuses, dominait celle d'un jeune homme que Frédéric aperçut bientôt. Il était pâle, couvert de vêtements déchirés, ivre à la fois de vin et de colère. « Tu me le payeras, Louise !» criait-il en frappant sur la rampe. « Tu me le payeras. Je te retrouverai et je saurai te faire obéir ou t'arracher d'ici. Je me soucie bien de vos menaces et de ces cris aéris de femmes. Comptez que dans peu, vous me reverrez. » Il descendit en parlant ainsi et sortit furieux de la maison. Frédéric hésitait à monter lorsqu'il vit Bernerette sur le palier. Elle lui expliqua la cause de cette scène. L'homme qui venait de s'en aller était son frère. « Vous avez entendu ce triste nom de Louise, dit-elle en pleurant, et vous savez qu'il m'appartient pour mon malheur. Mon frère a été ce soir au cabaret et quand il en sort, voilà comment il me traite, sous le prétexte que je refuse de lui donner de l'argent pour y retourner. » Au milieu de son désordre et de ses larmes, elle apprit à Frédéric qu'elle avait toujours tenté de lui cacher. Ce qu'elle avait toujours tenté de lui cacher.
Ses parents étaient menuisiers, fort pauvres, et après l'avoir horriblement maltraité durant son enfance, il l'avait vendu, dès l'âge de 16 ans, à un homme qui n'était plus jeune. Cet homme riche et généreux lui avait fait donner quelque éducation. Mais bientôt il était mort, et restée sans ressources, elle s'était engagée alors dans une troupe de comédiens de province. Son frère l'avait suivie de ville en ville dans ce nouvel état, la forçant à lui abandonner ce qu'elle gagnait, et l'accablant de coups et d'injures lorsqu'elle ne pouvait satisfaire à ses demandes. Ayant enfin atteint l'âge de 18 ans, elle avait trouvé moyen de se faire émanciper. Mais la protection même de la loi ne pouvait la garantir de visite de ce frère odieux qui l'épouvantait par des actes de violence et la déshonorait par sa conduite. Tel fut, en somme et à peu près le récit, que la douleur arracha à Bernerette. Récit dont Frédéric ne pouvait mettre la vérité en doute, d'après la manière dont elle lui était révélée. Quand il n'aurait pas eu d'amour pour la pauvre fille, il se serait senti touché de pitié. Il s'informa de la demeure du frère, quelques pièces d'or et un langage ferme accommodèrent les choses. La portière eut ordre de répondre que Bernadette avait changé de quartier si le jeune homme se présentait de nouveau. Mais c'était faire bien peu que d'assurer ainsi la tranquillité d'une femme qui manquait de tout. Au lieu de payer ses propres dettes, Frédéric paya de celles de Bernerette. Elle essaya en vain de l'en dissuader, mais il ne voulut réfléchir ni à l'imprudence qu'il commettait, ni aux suites qu'elle pourrait avoir. Il se laissa entraîner par son cœur et se jura, quoi qu'il pût arriver, de ne jamais se repentir de ce qu'il venait de faire. Il fut pourtant bientôt forcé de s'en repentir, car pour satisfaire aux engagements qu'il avait pris, il lui fallut en contracter de nouveaux, plus difficiles et plus onéreux que les premiers. Il n'avait pas reçu de la nature ce caractère insouciant qui, en pareille circonstance, ôte du moins la crainte du mal à venir. Tout au contraire des qualités qu'il avait perdues, la prévoyance lui restait seule. Il serait devenu sombre et taciturne si l'on pouvait l'être à son âge. Ses amis remarquèrent ce changement. Il n'en voulut pas dire la cause, pour tromper les autres sur son compte. Il dissimula avec lui-même, et par faiblesse ou par nécessité, laissa faire la destinée. Il ne changea cependant pas de langage auprès de Bernerette. Il lui parlait toujours de son prochain départ, mais tout en parlant, il ne partait pas. Et il allait chez elle tous les jours. Quand il eut l'habitude de l'escalier, il ne trouva plus l'allée si obscure, les deux chambrettes, qui lui avaient semblé d'abord si tristes, lui parurent gaies. Le soleil y donnait le matin et leur petite dimension les rendait plus chaudes. On y trouva la place d'un piano de louage. Il y avait dans le voisinage un bon restaurant d'où l'on faisait apporter à dîner. Bernerette avait un talent que les femmes seules possèdent quelquefois, celui d'être à la fois étourdie et économe. Mais elle y joignait un mérite bien plus rare encore, celui d'être contente de tout, et d'avoir pour toute opinion l'envie de faire plaisir aux autres. Il faut dire aussi ses défauts. Sans être paresseuse, elle vivait d'une oisiveté inconcevable. Après s'être acquittée avec une prestesse surprenante des soins de son petit ménage, elle passait la journée entière les bras croisés sur son canapé. Elle parlait de coudre et de broder, comme Frédéric parlait de partir, c'est-à-dire qu'elle n'en faisait rien. Malheureusement, bien des femmes sont ainsi, surtout dans une certaine classe qui aurait précisément besoin d'occupation plus que toute autre. Il y a à Paris telle fille née sans pain, qui n'a jamais tenu une aiguille, et qui se laisserait mourir de faim en se frottant les mains de pâte d'amande. Quand les plaisirs du carnaval commencèrent, Frédéric, qui courait les balles, arrivait à toute heure chez Bernerette, tantôt le matin au point du jour, tantôt au milieu de la nuit. Quelquefois, en sonnant à la porte, il se demandait, malgré lui, s'il allait la trouver seule et si un rival l'avait supplantée. Aurait-il le droit de se plaindre ? Non, sans doute. Puisque de son propre aveu, il refusait de s'arroger ce droit. Le dirais-je ? Ce qu'il craignait, il le souhaitait presque en même temps. Il aurait eu alors le courage de partir et l'infidélité de sa maîtresse l'aurait forcé de se séparer d'elle. Mais Bernerette était toujours seule. Assise au coin du feu pendant le jour,
Elle peignait ses longs cheveux qui lui tombaient sur les épaules. S'il était nuit quand Frédéric sonnait, elle accourait à demi nue, les yeux fermés et le rire sur les lèvres. Elle se jetait à son cou encore endormie, rallumait le feu, tirait de l'armoire de quoi souper, toujours alerte et prévenante, ne demandant jamais d'où venait son amant. Qui aurait pu résister à une vie si douce, à un amour si rare et si facile? Quels que fussent les soucis de la journée, Frédéric s'endormait heureux et pouvait-il s'éveiller triste lorsqu'il voyait sa joyeuse amie aller et venir par la chambre, préparant le bain et le déjeuner? S'il est vrai que de rares entrevues et des obstacles sans cesse renaissants rendent les passions plus vivaces et prêtent au plaisir l'intérêt de la curiosité, il faut avouer aussi qu'il y a un charme étrange, plus doux, plus dangereux peut-être, dans l'habitude de vivre avec ce qu'on aime. Cette habitude, dit-on, amène la satiété. C'est possible, mais elle donne la confiance, l'oubli de soi-même. Et lorsque l'amour y résiste, il est à l'abri de toute crainte. Les amants qui ne se voient qu'à de longs intervalles ne sont jamais sûrs de s'entendre. Ils se préparent à être heureux, ils veulent se convaincre mutuellement qu'ils le sont et ils cherchent ce qui est introuvable, c'est-à-dire des mots pour exprimer ce qu'ils sentent. Ceux qui vivent ensemble n'ont besoin de rien exprimer. Ils sentent en même temps, ils échangent des regards, ils se serrent la main en marchant. Ils connaissent seuls une jouissance délicieuse, la douce langueur des lendemains. Ils se reposent des transports de l'amour dans l'abandon de l'amitié. J'ai quelquefois pensé à ces liens charmants en voyant deux cygnes sur une eau limpide se laisser emporter au courant. Si un mouvement de générosité avait entraîné d'abord Frédéric, ce fut l'attrait de cette vie nouvelle pour lui qui le captiva. Malheureusement pour l'auteur de ce conte, il n'y a qu'une plume comme celle de Bernardin de Saint-Pierre qui puisse donner l'intérêt aux détails familiers d'un amour tranquille. Encore cet habile écrivain avait-il pour embellir ses récits naïfs les nuits ardentes de l'Île-de-France et les palmiers dont l'ombre frissonnait sur les bras nus de Virginie. C'est en présence de la plus riche nature qu'il nous peint ses héros. Dirais-je que les miens allaient tous les matins au tir au pistolet de Tivoli, de là chez leur ami Gérard, de là quelquefois dîner chez Véry, et ensuite au spectacle? Dirais-je que lorsqu'ils étaient là, las, ils jouaient aux dames au coin du feu, que voudraient lire des détails si vulgaires? Et à quoi bon lorsqu'un mot suffit? Ils s'aimaient, ils vivaient ensemble, cela dura 3 mois à peu près. Au bout de ce temps, Frédéric se trouva dans une position si fâcheuse qu'il annonça à son ami la nécessité où il était de se séparer d'elle. Il s'y attendait depuis longtemps et ne fit aucun effort pour le retenir. Elle s'y attendait. Elle savait qu'il avait fait pour elle tous les sacrifices possibles. Elle ne pouvait donc que se résigner et lui cacher le chagrin qu'elle éprouvait. Ils dînèrent ensemble, encore une fois. Frédéric glissa en sortant dans le manchon de Bernadette un petit papier qui refermait tout ce qui lui restait. Elle le reconduisit chez lui et garda le silence pendant la route. Quand le fiacre s'arrêta, elle baissa la main de son amant en répandant quelques larmes, et ils se séparèrent. Chapitre 7. Cependant, Frédéric n'avait ni l'intention ni la possibilité de partir. D'une part, les obligations qu'il avait contractées, d'une autre, son stage le retenait à Paris. Il travaillait avec ardeur pour chasser l'ennui qui le saisissait. Il cessa d'aller chez Gérard, s'enferma pendant 1 mois et ne sortit plus que pour se rendre au palais. Mais la solitude où il se trouvait tout à coup, après tant de dissipation, le plongea dans une mélancolie profonde. Il passait quelquefois des journées entières dans sa chambre, à se promener de long en large, sans ouvrir un livre et ne sachant que faire. Le carnaval venait de finir, aux neiges de février succédaient les plus glaciales de mars. N'étant distrait ni par le plaisir ni par la société de ses amis, Frédéric se livra avec amertume à l'influence de ce triste moment de l'année qu'on nomme avec une raison une saison morte. Et voilà, nous terminons là-dessus notre lecture d'Alfred de Musset, de la nouvelle Frédéric et Bernadette. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle et que ça vous a donné envie de lire la suite. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt.